Bonjour à vous. Alors je me présente, je suis Sacha Schütz, je suis médecin biologiste à Brest et j'ai eu la chance de faire le même master que vous où je me suis bien éclaté. Alors on m'a demandé de parler de machine learning en 20 minutes. Moi je vais vous proposer ici de vous présenter rapidement quelles sont les méthodes utilisées pour encoder l'ADN dans un modèle de machine learning. Alors avant on va commencer par une définition comme tout le monde. C'est quoi le machine learning? Alors moi je vous explique. J'étais plutôt... Il n'y a pas de pointeur laser, hein? Si. Du coup, le machine learning, qu'est-ce que c'est? Pour moi, aujourd'hui, c'est le jour où les programmeurs ont compris les statisticiens. C'est-à-dire que moi, j'étais typiquement un programmeur. Je considérais les statisticiens comme un groupe obscur qui faisait des réunions à minuit pour parler de noms de personnes russes. C'était vraiment mon sentiment. Et je pense qu'aujourd'hui, le machine learning, c'est vraiment la fusion des deux. C'est aujourd'hui, vous allez, en tout cas pour moi, j'ai commencé à comprendre les statistiques grâce à la vulgarisation du machine learning qui a été écrit justement par des programmeurs. Donc, cette présentation, c'est un peu mon parcours aussi. Alors, un des trucs que j'ai découvert justement, qu'on m'avait caché, c'était en sciences, je pense qu'il y a deux mots à retenir. Il y a deux choses, il y a les modèles et les données. Alors ce graphique, je l'utilise tout le temps dans ma tête maintenant pour comprendre tout ce que je fais en sciences. Donc un modèle, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui permet de prédire des données. Donc on peut aller dans les deux sens. On peut soit partir du modèle, par exemple ici la théorie de la gravitation, et à partir de la théorie de la gravitation, on va pouvoir prédire la trajectoire d'une fusée par exemple. D'accord ? Mais on peut faire l'inverse aussi. On peut par exemple partir des données et venir inférer un modèle, inférer une théorie. Quand Newton a regardé ses pommes tomber, peut-être il a commencé à collecter les données et il a essayé de trouver un modèle qui pouvait l'expliquer. Donc cette représentation, un modèle donné, on va le retrouver vraiment dans tous les champs disciplinaires. Par exemple en statistique, on va retrouver ce schéma. Par exemple, vous avez des modèles, c'est par exemple une loi normale. Et vous avez ici, tout en haut, c'est ce qu'on appelle les statistiques fréquentistes. C'est, on va dire que cette façon de penser, c'est vous fixer le modèle et vous allez regarder si les données sont vraisemblables avec votre modèle. Et on a un autre champ statistique ici que vous voyez en bas, c'est le chemin inverse. C'est vous allez partir des données qui sont fixes et vous allez essayer d'inférer un modèle. Donc là, c'est typiquement les statistiques bayésiennes. Et donc on retrouve ça aussi en informatique et même en théorie de la calculabilité. Avec le modèle, ici, ça va être un algorithme simplement. Et cet algorithme, c'est une fonction qui va permettre, grâce à un calcul, d'obtenir des données. D'accord ? Et le machine learning, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment le contraire. Vous allez fournir des données et l'ordinateur, la machine, va venir apprendre tout seul son modèle. D'accord ? Donc ce schéma, moi, je l'utilise vraiment tout le temps dans mon raisonnement. Alors, je vais vous montrer comment encoder l'ADN dans un modèle d'apprentissage. Alors déjà, c'est pour répondre à quelle question? Vous allez, ici, vous voyez dans ce schéma, par exemple, avoir deux phases. Vous allez avoir votre collecte de données, par exemple, vous allez avoir des séquences, et ces séquences, vous allez les labelliser avec des caractéristiques. Ici, quelque chose de simple, cette séquence est un exon, un intron, etc. Donc ça, je pense que ceux qui ont vu des cours de machine learning, vous comprenez qu'ici, c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Et ici, vous avez la deuxième phase où vous allez essayer de prédire quelle est la nature de cette séquence. D'accord ? Mais pour que ça marche, il faut pouvoir encoder, numériser ces séquences d'ADN. Donc je vais vous montrer plusieurs méthodes rapidement. Alors comment représenter l'ADN de façon numérique ? Alors on a de la chance. Vous savez, l'ADN, c'est déjà une séquence numérique. Alors là, vous avez à gauche ce que comprennent les biologistes et à droite ce que comprennent les informaticiens. En général, le biologiste ne comprend pas ça et l'informaticien ne comprend pas ça. Mais vous, en tant que biologiste, vous devez bien faire, vous devez identifier que c'est deux fois la même chose. Donc je vous montre. Vous avez ici une séquence numérique. Pourquoi ? Parce que c'est une séquence discrète de symboles. Ici, vous avez deux symboles. Avec les bases ACGT, vous avez 4 symboles. 64 combinaisons, ici 256 combinaisons. Ici,
on appelle ça un octet, et ici, on appelle ça un triplet. Vous voyez, c'est en plus les mêmes mots. Et donc, ici, vous allez avoir un triplet qui va correspondre à un acide aminé, et ici, un octet qui correspond ici à une lettre de l'alphabet. Et cette correspondance se fait grâce à un code. Donc là, vous connaissez tous, en tant que biologiste, le code génétique. Et ici, en informatique, on a ici ce qu'on appelle le code ASCII, par exemple, pour représenter les caractères. Alors du coup, on peut vraiment faire le rapprochement, parce qu'on va voir même de la ponctuation, etc. Par exemple, vous avez ici cet octet qui correspond à un retour de fin de ligne, et ici, le codon TGA qui correspond à un codon stop. OK ? Donc retenez bien, c'est exactement la même chose. Alors, avec ça, vous pouvez voir une première façon de représenter une séquence. Vous voyez ici cette représentation sur 2 bits simplement. Donc on peut représenter le A par 0, 0, le C par 0, 1, le G par 1, 0 et le T par 1, 1. Ainsi, par exemple, cette séquence, on peut l'encoder ici sur 2 bits. Alors, vous avez peut-être déjà vu des fichiers de ce format, c'est ce qu'on appelle les fichiers 2 bits. C'est en gros des fichiers qui vont stocker une séquence d'ADN de cette façon-là. Et notamment, ici, c'est AG19. Vous savez ce que c'est ? C'est le génome de référence humain. Donc le génome de référence humain, il est souvent stocké sous ce format. Alors un truc marrant qu'ils ont fait pour vous montrer vraiment que l'ADN, c'est vraiment une séquence numérique, j'aime beaucoup cette image. Ils ont pris une image qui est une image binaire, une image informatique. Ils l'ont transformée, ils ont transformé les 0,1, ils ont fait l'inverse, ils ont transformé ça en ACGT. Cette image, ils l'ont intégrée à une bactérie, elle s'est répliquée. Ils ont reséquencé la bactérie, ils ont retransformé le génome en image, et ils ont obtenu cette image, vous voyez, avec chaque point ici qui représente une mutation génétique. D'accord ? Alors, cette première façon, elle peut être utilisée pour alimenter vos modèles. On a un petit défaut avec cette représentation, c'est, vous voyez, ici c'est 1, 2, 3, 4. On a une notion de supériorité, le T est supérieur au G. C'est pas forcément bien pour vos modèles. Donc on a d'autres représentations. Une que j'aime bien, que j'ai utilisée peu de fois, mais je la trouvais assez sympa, c'est représenter les bases par des nombres complexes. Donc là, on n'a pas de notion de supériorité. Vous vous rappelez les nombres complexes, qu'est-ce que c'est ? Juste, je vous rappelle, si vous voulez, vous avez 1 ici. Si je fais x moins 1, j'ai une rotation de 180 degrés. Et x moins 1, j'ai une rotation de 180 degrés, je retombe sur moi-même. Donc en fait, je ne rentre pas dans les détails des nombres complexes. Je vous laisserai voir les cours. Mais on peut représenter ici chaque base par un nombre complexe 1, J ou I si vous préférez, moins 1 et moins I. Donc ici, vous avez une séquence numérique représentée par une série de nombres complexes. Mais une méthode qui est largement utilisée en machine learning et surtout en deep learning, c'est ce qu'on appelle le one-hot encoded, qui consiste à encoder chaque base ici par un vecteur. Vous pouvez voir ici avec des 1 et des 0. Donc là, j'ai le A. Donc là, vous imaginez 4 colonnes, A, C, G, T. Et donc ici, ça représente le A, le C, le G et le T. Donc cette séquence que vous pouvez voir ici, on va la représenter ici par une colonne. Donc le vecteur A, et ainsi de suite. Alors pourquoi je vous montre cette représentation ? Parce qu'elle est très très utilisée dans les réseaux de neurones à convolution. Alors, vous savez peut-être que les réseaux de neurones à convolution sont très utilisés pour la détection de motifs dans des images. Dans une image, comment ça fonctionne ? Vous avez ici votre image avec des pixels, et vous avez ici ce qu'on appelle un noyau ou un kernel. Et faire une convolution, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, c'est faire une combinaison linéaire entre ici ce motif, et en faisant glisser la fenêtre. Donc par exemple, le résultat de l'image convoluée, elle est ici. On a ici moins 8, et moins 8, ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'opération 0 x 4 plus 0 x 0, etc., etc., etc. Et donc ça, appliqué sur une image, vous voyez cette image, et vous voyez qu'elle a été convoluée par ce kernel, et là vous avez ici une nouvelle image, et vous pouvez voir qu'ici, cette nouvelle image a détecté les contours. Donc un kernel, une convolution, c'est une méthode d'extraire des features sur une image. Alors moi, je vous ai fait une animation pour vous montrer une convolution réalisée sur une séquence d'ADN. Donc là, on n'est plus en 2 dimensions, on est à 1 dimension.
Vous avez ici une séquence ACGT, blablabla. Et là, vous avez ici la représentation en one-hot encoded. Donc, par exemple, le A, 1, 0, 0, 0, le C, 0, 1, etc. Donc là, vous avez votre séquence qu'on va venir ici convoluer par un kernel où vous avez écrit ACGT. Et là, vous avez le résultat de votre séquence. Et dans ce résultat, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les valeurs très élevées, vous voyez ici, j'ai une valeur très élevée, j'ai 3, ici j'ai une valeur 3. Ces nombres vous indiquent la position d'une feature détectée, en l'occurrence le motif ATC. Donc vous pouvez voir ici, non c'est ACG, pardon. On va ici retrouver ACG, si je suis bien en dessous, non c'est plutôt là, TCA, ACG. Bon, je n'arrive pas à voir, je suis à l'oblique. Mais bon, grosso modo, vous avez ici une détection de feature, une détection de motif. Alors, dans notre exposé, on parlait justement d'interprétabilité. Grossièrement, ce que vous allez faire un réseau neurone à convolution sur des séquences. Et le réseau neurone à convolution, il va venir apprendre, il va deviner quels kernels vont expliquer au mieux vos labels avec vos données. Et donc, en général, ce qu'on va faire, on va venir analyser tous ces kernels pour voir quels sont les motifs détectés. D'accord ? Une autre représentation très utilisée, c'est la vectorisation sous forme de camère. Alors tout à l'heure, on a vu aussi un algorithme très connu, c'est Word2Vec. Là, vous avez la même chose, c'est ce qu'on appelle DNA2Vec. Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à représenter cette séquence par un vecteur qui est défini par la quantité de camères qu'on retrouve dans cette séquence. Donc si je décompose cette séquence en camères, je vais retrouver combien de caméras c'était, je vais en retrouver 2, etc. Je vais en retrouver 1, 1, 1, etc. D'accord? Donc là, vous avez une représentation vectorielle d'une séquence. Donc avec cette représentation vectorielle, vous allez pouvoir faire une représentation graphique, par exemple, vous allez pouvoir faire de l'apprentissage non supervisé. Ici, je vous ai fait simplement une représentation visuelle à 3 dimensions. Et vous voyez bien que, par exemple, ici, chaque point correspond à une séquence, et les séquences proches clusterisent ensemble. D'accord? Donc bien entendu, là, vous avez beaucoup plus de dimensions, vous avez plus de 3 dimensions. Vous allez faire simplement une réduction de dimensions pour pouvoir obtenir typiquement ce genre de graphique. Ok, c'est clair? Et je vais finir par 2 méthodes de représentation sous forme d'image, cette fois. Donc là, on va pouvoir prendre votre séquence d'ADN, la représenter sous forme d'une image à 2 dimensions, par exemple, et utiliser des algorithmes classiques de reconnaissance d'image. Donc là, je vous propose de vous montrer, pour finir, 2 représentations. Alors, une représentation que j'apprécie, c'est ce qu'on appelle ici les courbes de Hilbert, si vous connaissez. Ça consiste en quoi? Ça consiste à représenter une séquence à une dimension. Donc votre ADN, c'est une séquence à une dimension. Vous imaginez que c'est une ficelle. Et cette ficelle, vous allez la plier dans tous les sens pour trouver ici, pour fabriquer une image à 2 dimensions. Alors la particularité ici, avec les courbes de Hilbert, c'est qu'elles préservent la localité. C'est-à-dire que vous avez deux points qui sont à proximité dans le domaine à une dimension, vont être à proximité dans le domaine à 2 dimensions. D'accord? Si vous avez par exemple un point là et un point là, on va les retrouver ici très proches. Donc typiquement, vous avez ici la représentation d'une séquence d'ADN qui représente ici le chromosome 1. Et donc c'est tout le chromosome 1, vous voyez, qui a été plié dans tous les sens. Et vous avez ici, en rouge et en bleu, le degré de conservation entre 2 espèces, ici l'humain et le zébrafiche. Donc typiquement, vous pouvez créer ces images et alimenter vos modèles. Et enfin, une dernière représentation que j'aime bien, vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà vu en cours, c'est le jeu du chaos. Ça consiste en quoi? Vous faites un carré, vous mettez ACGT. Donc là, vous avez une séquence qui commence par C, donc on part du centre. D'accord? Donc ça commence par C, vous allez trouver le point au milieu entre P1 et C. C'est celui-là. Ensuite, vous avez un G. Vous allez vers G, mais vous allez jusqu'au milieu, ici.
ensuite T, etc., etc. Et donc vous faites ça, alors attention, voici l'image. Donc là je l'ai fait sur le génome d'Escherichia coli. Donc au début c'est lent, mais attendez, ça va venir. Et voilà, regardez ça. Ça c'est l'effet wow en principe. Donc voilà, bon, ça s'est pas arrêté, bon c'est pas grave. Donc là vous avez typiquement la représentation sous forme d'image du génome d'Escherichia coli. Voilà, donc vous pouvez ici retrouver, vous voyez la représentation de différentes espèces. Et typiquement, vous pouvez appliquer ces représentations graphiques dans vos modèles. Donc voilà, donc je crois que je vais aller un peu vite, mais je ne sais pas, j'ai mis combien de temps ? Je ne sais pas. Bon. Voilà, moi je vous conseille juste, je vais vous conseiller un livre à la fin. Si le machine learning vous intéresse et que vous n'y connaissez rien, prenez le livre d'Aurélien Géron. Je voulais mettre la photo, mais j'ai oublié. C'est un livre en français. Il vulgarise extrêmement bien tout ce qui est machine learning et deep learning. Il est français et il est en version anglaise et français, donc je vous le conseille. Bon voilà, j'ai terminé. Je vous invite à venir vous asseoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà ? Non. J'avais une question sur le jeu du chaos. Est-ce que donc c'est super joli, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a une application derrière qu'on peut avoir ou pas avec tous ces diagrammes graphiques ? Si on prend l'article qui a publié cette méthode, une des applications n'a rien à voir avec du machine learning, c'est un rapport avec la compression de l'ADN. Grossièrement, si vous faites donc ce dessin, le dernier point que vous allez placer a des coordonnées uniques. Et en gros, sauvegarder juste les coordonnées du dernier point vous donne assez d'informations pour reconstituer toute la séquence. Donc, c'est typiquement utilisé dans la compression de l'ADN. Ok. Oui, c'est fou. Moi, j'avais une question peut-être un peu plus bateau. Pour vous, c'est quoi la différence entre le machine learning et le deep learning ? Le deep learning, c'est un cas particulier du machine learning qui est plus vendeur. Non, en gros, si j'exagère. Non, mais en gros, le deep learning, on entend vraiment parler, c'est juste du machine learning. Là, vraiment, la grosse différence, c'est que c'est le nombre de paramètres à apprendre, en fait. C'est dans les modèles de machine learning, typiquement, qu'on utilise avec sklearn, qui vont de la régression linéaire simple au support vector machine. On va avoir très peu de paramètres. Et souvent, ça va être des apprentissages linéaires, c'est-à-dire qu'il y a des droites. Okay. Et alors que dans le deep learning, vous allez avoir de nombreux paramètres, des milliers de paramètres, et l'apprentissage sera plutôt non linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droite. Donc, grosso modo, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Pas d'autres questions. Des questions qui sont venues. Oui, là-bas à gauche, de même. Raphaël, oui. C'était les courbes de Hilbert, c'est ça ? J'ai pas du tout compris comment elles étaient tracées. Pardon. Pardon. Tu peux mettre juste la diapo d'avant ? Oui, je suis allé un peu vite, je suis désolé. Encore avant ? Eh bien, la première diapo, c'est un chromosome. C'est une ligne droite que j'ai pliée, d'accord ? Et là, tu vois un deuxième niveau de pliure. Et en gros, tu fais une sorte de fractal, en fait, et tu vas le plier. Donc, deuxième image, tu plies. Troisième image, tu plies encore plus. En gros, tu prends chaque segment et tu le replies. Là, quatrième niveau de pliage, cinquième niveau de pliage et le dernier niveau de pliage. Là, on est à, je sais plus, on est à 9 niveaux de pliage, etc. Et donc, c'est comme ça. C'est plus clair ? Mais du coup, sur quels critères on plie le... Ah, ben, en gros, c'est pas sur quel critère, c'est simplement qu'il y a ce qu'on appelle une courbe de Hilbert. Et cette courbe de Hilbert a la propriété, justement, que lorsqu'on plie ta ligne droite de cette façon, on préserve la localité.
Parce qu'on aurait une autre façon de plier, deux régions de l'ADN qui sont côte à côte sur ton ADN à une dimension, dans l'image à deux dimensions ne seraient pas côte à côte. Ici, on préserve vraiment la localité. Enfin, on maximise cette préservation de localité. Bon, voilà. On avait une question en bas tout à l'heure. Ouais. Une question sur autre chose. Merci. C'était un peu lié aux deux questions d'avant aussi. Ce qui ressortait pas mal des interventions d'aujourd'hui, c'était que l'intérêt de l'apprentissage, c'était aussi de faire ressortir la capacité d'interprétation. Et du coup, qu'est-ce qui ressort d'un point de vue interprétation? Qu'est-ce que ça m'apporte l'image de droite là? Je voudrais dire, pour l'interprétation, je préférais répondre sur... Est-ce que tu peux mettre la diapo en avant? Encore celle d'avant. Voilà. Micro s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Typiquement, quand on va vouloir détecter des motifs dans l'ADN, de la même façon qu'on va détecter des motifs dans une image, détecter des motifs dans une image, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver, par exemple, les kernels. Quels sont les kernels qui vont être intéressants? Et ici, justement, dans l'interprétabilité, donc là, je vous ai montré vraiment le mécanisme. Ici, quand on va essayer d'interpréter un réseau de neurones à convolution sur une séquence à une dimension, on va laisser l'ordinateur apprendre. Donc lui, il va apprendre le contenu des kernels, vous voyez le truc qui bouge. Et nous, après, on va venir explorer les kernels, on va explorer le réseau de neurones à convolution et on va voir quels sont les motifs que le réseau de neurones a trouvé. Parce qu'effectivement, il y a deux applications. Les réseaux de neurones, c'est un peu la boîte noire. On met les données, on appuie sur le bouton et on fait des prédictions. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'explorer les entrailles de votre modèle. Et voilà, donc là, c'est vraiment, typiquement, c'est très utilisé pour détecter des motifs dans le génome non codant, ce genre de modèle. D'accord, du coup ça marche en sens inverse de ce que j'avais compris. Je m'étais dit, tiens, si ça sert à repérer ATG, pourquoi j'ai besoin de passer par un kernel et un truc comme ça? J'ai qu'à regarder juste la séquence, puis les ATG, je les trouve bien, quoi. Mais ça marche en sens inverse, c'est tu fais sortir les patterns, et puis après tu regardes à quoi correspondent les kernels que tu as appris, c'est ça? Là, par exemple, on est plutôt dans une approche où on ne connaît pas du tout les motifs. Par exemple, c'est si je mettais une séquence et en label, je mets je sais pas, un facteur de transcription. Typiquement, en observant les kernels, on pourrait voir qu'on a le kernel qui va détecter qu'à moins 1000 bases, on a ACG et à plus 3000, on a autre chose. Donc typiquement, en plus, là, avec l'avantage des kernels, c'est qu'on va pouvoir détecter des régions qui ne sont pas forcément collinéaires, mais qui sont vraiment espacées à différents endroits. Par exemple, un facteur de transcription, ça sera ACG à moins 1000 bases et TCGA à plus de 1000. Il y avait une question dans le chat de Vivian. Quelle vision de la bioinformatique de demain? Si je comprends avec votre blog et le jeu du chaos, la bioinformatique est un jeu, non? Ouais, Donc, quelle vision de la bioinformatique de demain? Si je comprends bien, avec le jeu du chaos, la bioinformatique est un jeu, du coup? Non. C'est une question. Je sais pas si c'est une question. Mais Il demande si la bioinformatique, finalement, c'est pas un jeu, tout simplement. Là, c'est un peu philosophique, mais on va dire oui. Pour moi, en tout cas, c'est un jeu. Non, mais vraiment, c'est un jeu. Et d'ailleurs, moi, je suis médecin biologiste, donc théoriquement, je suis prédisposé à faire que de la biologie. Mais pour moi, vraiment, la bioinformatique, ça a toujours été un jeu. C'est vraiment, comme tout en programmation, on adore bidouiller. Et... Oui, donc oui, c'est un jeu. Ça marche. Juste une question sur tes figures de jeu du chaos. Est-ce que tu peux les associer à de l'accessibilité chromosomale? Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, typiquement, ça ressemble énormément au diagramme d'accessibilité entre les séquences de recouplement des histones et autres. Oui, complètement. Et donc tu pourrais avoir... Ah oui, alors là, du coup, là, on est juste dans la représentation, mais effectivement, toutes les données 4C, 3C, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'étude de la conformation 3D de l'ADN. On va pouvoir représenter, oui, par une courbe de Hilbert. Nous, par exemple, on peut l'utiliser
CGH arrêt, c'est une technique qui permet d'observer un chromosome et d'identifier des gros morceaux qui sont soit dupliqués, soit conservés, etc. Donc oui, c'est une très très bonne représentation, moi je trouve. C'est toujours plus facile de regarder sur juste un trait à une dimension. C'est toujours mieux, on a plus d'informations quand on utilise les deux dimensions. Il y a une question au milieu aussi, je crois. Oui, j'avais une question par rapport au jeu du chaos. J'ai vu que sur certaines images, il y avait une certaine symétrie des motifs qui ressortaient. Est-ce qu'on a pu, on arrivait à les mettre en relation à certaines fonctions biologiques, par exemple? Ah oui, alors si on étudie, si on approfondit sur l'interprétation de l'image que vous avez vue, il y a du sens. Hein. Par exemple, regardez, je vous montre, mais juste après encore. Oui. Par exemple, ici, vous pouvez voir Homo sapiens, vous voyez en haut à droite, il y a un trou, et vous voyez que le trou, il est répété, le trou blanc, il est répété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire simplement que qu'on n'a pas beaucoup... Imaginons qu'on est dans la région à gauche, et ben on va aller très peu souvent vers le C. En fait, les trous, vous voyez, ça montre indirectement le contenu en GC pauvre du génome humain. Donc voilà, et donc vous voyez effectivement le trou blanc justement est répété de façon fractale. Donc s'il y a du blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites votre trait, vous allez rarement vers le C. Ou plus exactement, c'est quand vous êtes proche du G, vous allez rarement vers le C. Donc ça veut dire qu'on a très peu de fois G puis C dans le génome humain. Donc oui, on peut vraiment l'interpréter. Après, je ne vais pas pouvoir vous dire tout en détail. Les symétries, typiquement, ça va ressortir l'histoire évolutive, des recombinaisons, des réplications. Par exemple, quand on voit Escherichia coli, on voit que des carrés, et Falciparum, on voit les lignes droites. Donc c'est vraiment, ça montre un peu l'histoire structurelle à grande échelle des chromosomes. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Non. On va pouvoir passer à la suite. Du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup.